Jésus t'aime. Il existe des amitiés dans le show-business, puis il existe ce qui unissait Michael Jackson et Diana Ross. Ce n'était pas une simple relation d'artiste à artiste, ni même celle d'un mentor et d'un élève. C'était un fil invisible, tendu entre deux âmes, qui résista aux décennies, aux rumeurs et au silence. Tout commença en 1969. Michael n'avait que 9 ans. Un garçon frêle, timide, au regard inquiet, propulsé trop tôt sous les projecteurs. Sa voix d'enfant fascinait, mais derrière les sourires forcés et les chorégraphies parfaites, il cherchait un point d'ancrage. Ce point, il le trouva en elle. Diana Ross, déjà auréolée de gloire après les suprêmes, l'une des femmes les plus puissantes et resplendissantes de Motown. L'histoire officielle veut que Berry Gordy, le fondateur de Motown, ait signé les Jackson 5. Mais Michael aimait raconter une autre version. Celle où Diana Ross les aurait découverts, comme une fée marraine offrant au monde un trésor caché. Un mythe que le label entretint volontairement, allant jusqu'à publier le premier album des Jackson 5 sous le titre Diana Ross présent Jackson 5. Pour Michael, ce n'était pas qu'une stratégie publicitaire. C'était sa vérité. Elle ne l'avait pas seulement présentée au monde, elle l'avait sauvée de l'invisibilité. Très vite, leur lien s'approfondit. À Los Angeles, Michael, encore enfant, passa de longues périodes dans la maison de Diana, nichée dans les collines d'Hollywood. Là, il observait tout. Chaque geste, chaque répétition, chaque mot de l'icône. Diana n'était pas seulement une idole, elle devenait un modèle vivant. Elle lui apprit à sourire face aux caméras, à contrôler la lumière sur scène, à entrer dans un rôle et à se transformer en étoile. En 1971, lorsqu'il monta pour la première fois seul sur une scène télévisée, ce fut grâce à elle. Dans l'émission spéciale Diana, il chanta Got to Be There, les yeux brillants, l'allure déjà assurée. Le public applaudit l'enfant prodige, mais peu savait que dans l'ombre, Diana l'avait guidé, encouragé, façonné. « Il m'admire tellement », disait-elle alors. « J'essaie d'être un bon exemple. » Pourtant, derrière ces mots se cachait un lien bien plus intime. Michael n'admirait pas seulement Diana. Il l'adorait. Chaque mouvement d'elle devenait une leçon de vie. Chaque sourire, un repère. Ses frères voyaient bien la différence. Germaine avoua un jour que Michael la vénérait comme une figure unique, presque irréelle, mêlant la mère, la sœur, l'amie et quelque chose d'indicible. Puis 1978. Michael avait 20 ans. Fini l'enfant star, mais pas encore l'homme qu'il voulait être. Sur le tournage de The Wiz, il retrouva Diana, cette fois non plus comme élève et mentor, mais comme partenaire de jeu. Elle était Dorothy, il était l'épouvantail. Et pour la première fois, ils vécurent ensemble un quotidien, loin des regards. Diana choisit de partager son appartement new-yorkais. Plus de caméras, plus de managers. Juste eux. Personne ne sut jamais ce qui se joua derrière cette porte close. Mais les murmures circulèrent. On les voyait arriver ensemble, dîner ensemble, se parler longtemps après les prises. Diana ne l'appelait plus Michael, mais bébé. Et le garçon timide se transformait, apaisé, sûr de lui à ses côtés. Ce n'était pas une romance de magazine, pas un scandale fabriqué. C'était quelque chose de secret, de vrai, qui n'appartenait qu'à eux. Ce lien, né dans l'innocence, évolua en une relation profonde, mystérieuse, impossible à enfermer dans un mot. Amitié? Amour? Dévotion? Sans doute un mélange de tout cela. Et ce n'était que le début. Jésus t'aime. Pendant les tournages, lors des pauses, Michael trouvait refuge dans un rituel discret, partagé avec Diana des démos inédites. Ce n'étaient que des esquisses, des maquettes fragiles qui allaient pourtant devenir les joyaux de son futur album Off the Wall. Il lui faisait écouter, observait ses réactions, recueillait ses conseils. Diana l'aidait parfois à affiner un mot, à repenser une phrase. Mais ce n'était pas de simples séances de travail. C'étaient des instants de vérité, de vulnérabilité. Michael n'était pas la superstar en devenir. Il était un jeune homme qui confiait son âme à la seule personne qu'il jugeait digne de la comprendre. Ses proches remarquèrent un changement. Devant les caméras, il se faisait plus réservé, presque effacé. Mais en privé, il semblait plus apaisé, plus centré. Pour la première fois, on le voyait aimer sans jouer un rôle, raconta un ancien assistant. Un amour discret, protégé, qu'aucun mot ne pouvait vraiment définir.
Ni Michael ni Diana ne commentèrent les rumeurs. Leur silence, plus éloquent que n'importe quelle déclaration, devenait leur langage secret. Pas de photos compromettantes, pas de fuite à la presse. Seulement un pacte tacite, protéger quelque chose qu'ils savaient fragile, inexplicable, mais infiniment réel. Puis 1982. Michael venait d'achever Thriller, l'album qui allait bouleverser l'histoire de la musique. Il s'apprêtait à devenir l'artiste le plus célèbre de la planète. Mais derrière le masque du perfectionniste, il demeurait hanté par une vérité intime qu'il n'avait jamais osé dire. Jusqu'à cette interview donnée au magazine Ebony. À la question « Qui est la femme idéale pour vous ?», Michael ne détourna pas le regard, ne formula pas une réponse évasive. Il dit simplement « C'est Diana Ross. Je l'aime. » Un silence s'abattit dans la pièce. Le journaliste pensa à une plaisanterie. Mais Michael ne souriait pas. Ses yeux disaient tout, il parlait avec son cœur. Il ajouta que, s'il pouvait épouser quelqu'un, ce serait elle. À l'époque, Michael avait 24 ans. Diana, 38, mère, 2 fois divorcée. L'écart d'âge, le contexte, la sincérité brute de ses paroles en étonnèrent plus d'un. Mais ceux qui connaissaient Michael savaient que ce n'était pas une stratégie, ni un caprice. Lui, habituellement si secret, venait d'ouvrir une porte sur son âme. Diana, fidèle à elle-même, garda le silence. Pas un mot. Pas un commentaire. Pas même un démenti. Et curieusement, la presse ne la harcela pas. Comme s'il existait un accord tacite, cet aveu devait rester sacré, protégé. Mais en coulisses, les confidences se firent plus claires. Jermaine Jackson confirma plus tard ce que tout le monde soupçonnait, Michael aimait Diana depuis toujours. Il parlait d'elle comme de sa petite amie, s'irritait de la voir apparaître au bras d'autres hommes, ne cachait pas sa jalousie. Alors, en 1985, quand Diana Ross annonça ses fiançailles avec le milliardaire norvégien Arne Næss Jr. Le monde autour de Michael s'effondra en silence. Leur mariage, célébré en Suisse dans l'intimité, ne compta pas Michael parmi les invités. Pas de cadeaux, pas de lettres, pas même un mot. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit, d'une voix lourde de vérité. « J'étais jaloux, parce que j'ai toujours aimé Diana Ross. Et je l'aimerai toujours. » À partir de ce jour, il se referma. Moins d'interviews. Des séances annulées. Le roi de la pop naissant se replia dans un mutisme douloureux. Pour le monde, il était une légende à l'apogée. Mais derrière les rideaux, il n'était qu'un jeune homme de 27 ans, marqué par la douleur muette d'un amour impossible. Jésus t'aime. Il y a des histoires d'amour qui ne ressemblent à aucune autre. Des histoires que l'on devine dans les silences, dans les regards échangés, mais jamais avouées pleinement. Celle qu'il y a Michael Jackson et Diana Ross appartient à cette catégorie rare. Elle n'était ni un secret honteux, ni une idylle officielle. Elle était autre chose, un lien fragile, brûlant, indéchiffrable. Pendant les moments de pause, loin des projecteurs et des micros indiscrets, Michael confiait à Diana des morceaux inachevés. Des maquettes, des esquisses de chansons qui allaient bientôt figurer sur son album Off the Wall. Elle écoutait avec attention, lui donnait son avis, le guidait dans ses choix, comme une muse bienveillante. Mais derrière ces instants musicaux, se cachait une intimité plus grande encore. Ce n'étaient pas des rendez-vous professionnels. C'étaient des confidences. Des instants où Michael tombait le masque, où il redevenait vulnérable, fragile, presque enfantin. Peu à peu, ses proches remarquèrent un changement. Le Michael souriant devant les caméras paraissait plus sérieux, plus silencieux. Mais en privé, il semblait étrangement plus apaisé. Comme si aimer Diana lui avait donné une sérénité qu'aucune gloire ne pouvait lui offrir. Jamais ils ne confirmèrent les rumeurs. Jamais ils ne démentirent non plus. Leur silence, à lui seul, valait toutes les confessions. Pas une photo, pas une fuite dans les tabloïds. Rien que des souvenirs partagés, intouchables. Mais en 1982, tout bascula. Michael venait d'achever Thriller, l'album qui allait devenir le plus vendu de tous les temps. Lors d'une interview pour Ebony, un journaliste lui demanda innocemment « Quelle est la femme idéale pour vous ?» Michael ne se déroba pas. Pour la première fois, il parla sans détour. « C'est Diana Ross. Je l'aime. Si je pouvais épouser une femme, ce serait elle. » Le monde entier fut surpris.
Il n'avait que 24 ans. Elle en avait 38, déjà 2 fois divorcée, déjà mère. Mais lui s'en fichait. Ce n'était pas une déclaration calculée, ni une stratégie médiatique. C'était un aveu brut, sincère, venu d'un cœur qui avait trop longtemps gardé le silence. Diana, fidèle à son habitude, ne répondit pas publiquement. Ni oui, ni non. Mais ceux qui connaissaient Michael savaient. Son frère Jermaine confirma plus tard ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Michael aimait Diana depuis toujours, il la considérait même comme sa petite amie de l'ombre. À chaque apparition d'elle au bras d'un autre homme, il était rongé par la jalousie. Et puis 1985. Diana Ross annonça ses fiançailles avec l'homme d'affaires norvégien Arne Næss Jr. Le mariage eut lieu en Suisse. Michael n'y assista pas. Pas de cadeaux, pas de lettres, pas de mots. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit simplement. J'étais jaloux, parce que j'ai toujours aimé Diana, et je l'aimerai toujours. Dès lors, il changea. Le monde voyait un roi de la pop au sommet. Mais en coulisses, ses proches observaient un homme brisé, muré dans le silence. Pour la première fois, il refusa les interviews, évita les projecteurs. La gloire ne suffisait plus. Et pourtant, cet amour ne mourut jamais. Michael le glissa dans ses chansons. Dans Dirty Diana, il déversa sa frustration. Dans Remember a Time, il se remémora une passion interdite. Et jusque dans ses dernières volontés, il y a son nom à celui de Diana. Dans son testament, elle figurait juste après sa mère, comme héritière potentielle de sa garde d'enfants. Diana, de son côté, garda toujours le silence. Jusqu'en 2011, 2 ans après la mort de Michael. Sur scène, lors d'un concert, elle brisa enfin le mur invisible. Michael a toujours été mon bébé. J'aurais voulu lui dire une dernière fois combien je l'aimais. Un aveu tardif, mais bouleversant. Ce fut la première et unique fois qu'elle parla de cet amour à demi-mot. Michael et Diana n'avaient pas besoin de serments officiels. Leur histoire fut un fil invisible, tendu entre 2 âmes, parfois trop fragiles, parfois trop douloureux. Mais éternel. Car certains amours ne meurent jamais.